Ce matin-là, à la vente aux enchères de voitures classiques de Champville, personne ne regarda Lucas Harley plus de 2 secondes. Il arriva en tenue de travail portant encore de légères traces d'huile moteur. Une main tenait un programme d'événements plié marqué au crayon, l'autre tenait la petite main d'une fillette de 7 ans vêtue d'un t-shirt imprimé d'un engrenage de dessin animé. Quand Lucas leva son paddle et enchérit $500 sur la Mustang 1967 rouillée et immobile poussée dans le coin le plus éloigné de la salle, des rires éclatèrent dans la section VIP. Isabelle Grue, PDG du groupe automobile Grue, le regarda directement et parla juste assez fort pour que toute la salle entende. $500? Que allez-vous faire d'un tas de ferraille? 30 jours plus tard, toute la ville se tut. Ne détournez pas les yeux car ce que Lucas fit avec cette voiture vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur un homme en vêtements tachés d'huile. La vente aux enchères de voitures classiques de Champville était le genre d'événement qui portait sa richesse comme une seconde peau. Organisée chaque année au centre des congrès de Champville, à la limite d'Ashford. Elle attirait collectionneurs, marchands et investisseurs automobiles de 3 États. La salle sentait le cirage pour cuire et l'argent. Des hommes en costume sur mesure sirotaient du champagne près des cordons de velours. Des femmes en talons vérifiaient leur téléphone entre les lots. À l'avant de la salle, 2 commissaires-priseurs en vestes assorties maintenaient une énergie précise et contrôlée. La façon dont les gens gèrent les choses quand tous les présents peuvent se permettre d'être patients. Lucas se tenait près de l'allée latérale, pas dans la section VIP. Il avait une chaise pliante mais ne l'utilisait pas. Gracie était assise sur ses épaules, ses petites baskets posées contre sa poitrine, ses yeux passant d'une voiture à l'autre tandis que chaque lot était amené sous les projecteurs. Elle avait son propre programme, qu'elle annotait avec un marqueur violet depuis leur arrivée. Celle-là a une fissure dans le phare, dit-elle en montrant une Chevrolet 1959 qu'on poussait. Bon œil, répondit Lucas doucement. Il n'était pas venu pour la Chevrolet. Il n'était pas venu pour la Corvette 1963 vendue $62 000 au 3e lot, ni pour la Jaguar E-Type qui provoqua une ovation quand l'enchère gagnante atteignit 90 000. Lucas était venu pour le dernier article du programme, lot 22. Il avait entouré d'un petit cercle cette entrée 3 jours plus tôt en lisant le catalogue, et sa main était restée ferme. La voix du commissaire-priseur devint nettement moins enthousiaste quand l'équipe poussa le lot 22 en position. La voiture arriva sur une plateforme roulante plutôt que par ses propres moyens car elle n'avait plus aucun moyen. La Ford Mustang Fastback 1967 avait passé environ 22 ans dans un entrepôt rural du Kentucky. Sa peinture s'était écaillée en larges bandes, exposant des zones de primé gris et de métal nu. Le pare-choc avant était fissuré et partiellement détaché. Le pare-brise présentait une fracture diagonale du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. L'intérieur, visible à travers les vitres, avait été en partie rongé par l'humidité et le temps. Le commissaire-priseur lut le rapport du véhicule d'une voix plate. La façon dont on lit la liste des problèmes d'une propriété que personne n'espère vendre. Plusieurs personnes au premier rang se levèrent et s'étirèrent. Quelques-unes se dirigèrent vers la sortie. Sébastien Voss, assis 3 chaises à gauche d'Isabelle Grue dans la section VIP, se pencha et murmura quelque chose. Isabelle jeta un regard à la Mustang sur la plateforme puis détourna les yeux vers son téléphone. Lucas regarda la voiture et ne détourna pas le regard. L'enchère de départ était de $200. La salle resta silencieuse. Le commissaire répéta le chiffre et le silence continua. Puis Lucas leva son paddle. 500, dit-il. Le commissaire marqua une pause. Monsieur, l'ouverture est à 200. Vous pouvez commencer là si vous voulez. 500, répéta Lucas. Gracie tapota le dessus de sa tête. On l'a eu, papa? Sébastien Voss rit le premier. Pas un rire discret, mais le genre qui invite les autres à se joindre. Quelques-uns le firent. Et puis Isabelle Grue, sans tourner complètement la tête vers Lucas, prononça la phrase qui la suivrait pendant les 30 jours suivants. $500. Que allez-vous faire d'un tas de ferraille? Les rires dans la section VIP n'étaient pas cruels comme la cruauté de cours d'école. C'était le rire de gens qui n'avaient jamais eu besoin de réfléchir soigneusement à $500 et qui ne pouvaient imaginer une raison de les dépenser pour quelque chose qu'il faudrait traîner hors de la propriété. C'était du rejet habillé en amusement. Lucas ne regarda pas Isabelle. Il regarda Gracie, qui n'avait pas complètement compris les rires, mais avait compris le visage de son père, qui restait calme et presque immobile, alors elle resta calme aussi. Elle faisait plus confiance à son visage qu'à la salle. Le marteau tomba. Lucas Harley devint le nouveau propriétaire de la Ford Mustang Fastback 1967, lot 22, pour $500. 8 ans plus tôt, Lucas avait été le chef de la restauration chez Atelier Classique de Creusval, l'atelier de restauration de voitures classiques le plus respecté de la côte est. Les clients de l'entreprise incluaient des collectionneurs privés dont les noms apparaissaient dans les magazines économiques, un musée national qui appelait 2 fois par an,
et 2 maisons de ventes internationales qui demandaient la documentation de Creusval pour appuyer leurs affirmations. Lucas avait commencé à 22 ans comme technicien junior et avait gravi les échelons jusqu'à diriger le département de restauration avant son 30e anniversaire. Ses collègues l'appelaient le docteur non parce qu'il était formel, mais parce qu'il pouvait écouter un moteur tourner pendant 45 secondes et vous dire ce qui n'allait pas avant d'ouvrir le capot. Il partit un mardi de mars, 4 ans avant la vente de Champville. Sa femme Claire avait été tuée dans un accident de voiture sur l'autoroute près de Providence un samedi soir quand Gracie avait 3 ans. Pendant 11 mois après cela, Lucas continua à travailler, à conduire les 2 heures jusqu'à l'atelier de Creusval, à rentrer après la nuit chez une fille qui avait besoin d'un père pleinement présent et qui recevait une version de lui surtout fonctionnelle et parfois creuse. Ce fut Gracie qui prit la décision, comme les enfants prennent des décisions sans savoir qu'ils en prennent, en ayant besoin de plus de lui que la route ne pouvait en laisser. Il trouva un poste dans un plus petit garage du côté ouest d'Ashford. Le travail était honnête et sans complications. Il réparait ce qui devait être réparé, facturait équitablement et rentrait à temps pour préparer le dîner et vérifier les devoirs. Sa réputation dans la petite communauté de voitures classiques de la ville était discrète mais solide. Les gens qui connaissaient le milieu connaissaient son nom. Les gens qui ne le connaissaient pas voyaient son garage et voyaient un homme en tenue de travail. C'était généralement la fin de l'évaluation. Le soir suivant la vente, après que Gracie fut endormie, Lucas tira une boîte en bois de sous son lit, une qu'elle savait présente et dont on lui avait dit de ne pas l'ouvrir sans lui. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc imprimée sur un papier aux bords adoucis par l'âge. Elle montrait un homme d'environ 28 ans debout à côté d'une voiture devant un garage quelque part dans une région plate et sèche. Oklahoma, à en juger par le ciel. La voiture sur la photo était une Ford Mustang Fastback. La peinture, même en noir et blanc, avait la qualité de quelque chose qui absorbe la lumière plutôt que de la refléter, quelque chose de profond et délibéré. L'homme à côté d'elle avait la main sur le toit et plissait légèrement les yeux face au soleil. Il ressemblait à quelqu'un qui avait gagné quelque chose et n'était pas encore habitué à la voir. L'homme était Joseph Harley, le grand-père de Lucas. L'année était 1969. Lucas portait la documentation du véhicule accompagnant la photo depuis 3 ans, le titre original, la fiche de construction, l'étiquette de vitre avec le code de peinture d'usine imprimé à l'encre fanée. Le code de peinture indiquait bleu Apulco. Le numéro d'identification du véhicule sur ces documents correspondait au numéro sur le châssis du lot 22 à la vente de Champville. Il avait confirmé la correspondance grâce au catalogue avant de se rendre à Champville. Il savait ce qu'il allait acheter avant de franchir la porte. Ce n'était pas une Mustang ordinaire. C'était la voiture de son grand-père. Joseph l'avait vendue en 1988 lors d'une année où la famille avait plus besoin d'argent que de la voiture. Il en parlait rarement et seulement de la manière dont les gens parlent des choses qu'ils ont abandonnées et qu'ils regrettent, brièvement avec un changement dans le regard avant de changer de sujet. Il n'avait jamais dit qu'il le regrettait. Il n'avait jamais eu à le faire. Gracie apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était venue chercher un verre d'eau et trouva son père assis à la table de la cuisine avec une vieille photo et plusieurs feuilles de papier jauni. « C'est la voiture ?» demanda-t-elle. « C'est la voiture. C'est la voiture de papy. C'était il y a longtemps. » Lucas posa la photo. « Je vais la remettre en état. » Elle considéra cela avec le sérieux total d'une fillette de 7 ans à qui on avait appris que les problèmes mécaniques avaient des solutions mécaniques. « Tu peux la réparer, quand même. » Elle avait l'air vraiment cassée. « Tout est réparable, dit-il. Il suffit de savoir par où commencer. » Le lendemain matin, un camion plateau remorqua la Mustang dans le garage de Lucas sur la rue Clément. Quelques voisins s'arrêtèrent sur le trottoir pour regarder le déchargement. La voiture paraissait pire à la lumière du jour. La peinture écaillée plus étendue. Les garnitures chromées oxydées en un gris mat. Le panneau de toit déformé à la jointure arrière. Aaron Moulin arriva en camion 20 minutes plus tard. Aaron avait 38 ans, large d'épaules, et avait travaillé aux côtés de Lucas à Creusval pendant 2 ans avant son départ. Il dirigeait maintenant son propre atelier de sellerie et garniture en ville. Il fit 2 fois le tour de la Mustang sans parler, s'accroupit pour regarder sous le châssis, puis se releva. « Tu es sérieux ?» dit-il. « 30 jours, répondit Lucas. Aaron le regarda. 30 jours à partir de maintenant. Aaron regarda à nouveau la voiture. Puis il enleva sa veste et la suspendit au mur du garage. « Je suis là les week-ends et je ne prendrai pas d'argent pour ça. » Lucas passa la journée entière à ne rien faire d'autre que regarder. Il tourna lentement autour de la voiture, pressant les doigts contre les panneaux, soulevant des sections de garniture pour vérifier ce qui était dessous, testant chaque charnière de porte pour le jeu. C'était ainsi qu'il avait toujours commencé, non avec des outils, mais avec de l'attention. L'évaluation devait venir d'abord. Le travail devait savoir où il allait avant de commencer.
Ce qu'il trouva changea considérablement le tableau. Le châssis était sain. Pas seulement acceptable, vraiment sain. Aucune courbure dans les longerons, aucune corrosion significative dans les éléments structurels. Pour une voiture restée immobile plus de 2 décennies, c'était le genre de découverte qu'un restaurateur reconnaît comme rare sans avoir besoin de le dire à voix haute. Les panneaux de carrosserie racontaient une autre histoire. Rouille de surface, déformation dans le quart arrière droit et échec de peinture partout. Mais le squelette en dessous était honnête. Le moteur était un bloc fait de 390 pouces cubes, l'une des options les plus puissantes que Ford avait offertes sur la Fastback 67. Il avait été négligé de manière complète. Le carburateur était encrassé au-delà du nettoyage. Les joints de cache-culbuteur avaient lâché. La chaîne de distribution s'était détendue. Mais quand Lucas enleva les cache-culbuteurs et regarda à l'intérieur, les parois des cylindres n'étaient pas rayées. Le bloc n'était pas fissuré. C'était un moteur endommagé, pas un moteur mort. Il trouva le mot en retirant le tableau de bord, glissé derrière le panneau, plié une fois, écrit au stylo à billes qui avait légèrement bavé sur le papier au fil des ans. Oklahoma, 1969. J'ai Harley. Lucas resta immobile longtemps avec le papier plié dans la main. Puis il le mit dans son portefeuille, à côté de son permis de conduire. Il appela son grand-père ce soir-là. Joseph répondit à la 3e sonnerie, la voix prudente comme toujours quand il ne savait pas qui appelait. « Je l'ai trouvé », dit Lucas. Le silence à l'autre bout dura assez longtemps pour que Lucas vérifie la connexion. Puis son grand-père dit très doucement. « Où ? À Champville ? Au Kentucky ? Avant ça, je ne connais pas tout le parcours, mais elle est ici. » Un autre silence. « C'est grave ? » « C'est grave, » dit Lucas, mais tout est là. Gracie s'était endormie sur le canapé du salon. Quand il termina l'appel, il la porta jusqu'à son lit, l'installa soigneusement et resta un moment dans l'embrasure, regardant le petit mouvement régulier de sa respiration. Le marqueur violet encore tenu lâchement dans une main. Il retourna à la cuisine et rédigea le planning sur un bloc-notes. 5 jours de démontage complet. 3 jours de nettoyage, catalogage et évaluation. 10 jours de recherche de pièces et reconstruction mécanique. 7 jours de travail de carrosserie. 4 jours de peinture. 2 jours d'intérieur et garniture. 2 jours d'assemblage final, vérification des systèmes et essais routiers. 30 jours. Les calculs étaient possibles. Ce ne serait pas confortable, mais c'était possible. Les pièces seraient la partie difficile. Les composants d'origine pour une Mustang 1967 étaient disponibles, mais trouver les bonnes prenait du temps que le planning n'autorisait pas généreusement. Lucas appela 3 fournisseurs ce premier soir et laissa des messages à 2 autres. Il avait des comptes de ses années Creusval encore actifs et une réputation que les fournisseurs reconnaissaient quand il donnait son nom. À la fin du 2e jour, il avait des engagements pour les composants moteurs, pistons, arbre à cames, train de soupape, roulement de vilebrequin, et une fenêtre de livraison dans laquelle il pouvait travailler. Le 6e jour, il se rendit chez Fourniture Auto Callaway au nord d'Ashford pour trouver des joints et un kit de reconstruction de carburateur. Le magasin était tenu par un homme nommé Douglas Callaway, qui vendait des pièces à des mécaniciens sérieux depuis 31 ans et qui reconnaissait la qualité du travail comme un bibliothécaire reconnaît un lecteur attentif par de petits signes qui s'accumulent en certitude. Lucas était debout au rayon des composants Mustang quand une femme entra derrière lui. Il entendit la porte, enregistra le son et continua à lire les spécifications sur une boîte de pièces. Isabelle Gru se tenait au comptoir et parlait avec Douglas d'un composant d'exposition pour le lancement de la nouvelle berline inspirée du patrimoine du groupe Gru, une pièce qu'elle voulait sourcer selon une spécification d'époque pour une photo promotionnelle. Elle était précise sur ce dont elle avait besoin et parlait sans hésitation. Le rythme de quelqu'un habitué à être la personne la plus claire dans n'importe quelle pièce. Douglas répondit à ses questions puis regarda au-delà d'elle vers Lucas. « Vous savez, » dit-il de la manière facile de quelqu'un qui tient une conversation dans son magasin depuis 3 décennies et ne voit aucune raison d'arrêter. Le monsieur qui regarde le rayon Mustang a restauré des véhicules pour le Smithsonian et Christie's Londres, entre autres. Isabelle se retourna. Elle regarda Lucas pour la première fois, de la façon dont un professionnel regarde un autre comme un fait à évaluer plutôt qu'un détail à écarter. Lucas lisait le dos d'un kit de carburateur et ne s'était pas complètement retourné. Il hocha la tête vers Douglas. Ce fut tout. Isabelle acheta ce dont elle avait besoin et partit. Sur le trottoir, elle marqua une pause un moment dehors devant la porte vitrée avant de marcher vers sa voiture. Elle ne l'avait pas reconnu immédiatement au comptoir, mais elle avait reconnu le nom quand Douglas l'avait dit. Harley. Elle avait entendu ce nom dans le contexte de restauration une fois auparavant lors d'une conférence 2 ans plus tôt dans une conversation sur les exigences de provenance pour une voiture vendue aux enchères plus de 1,2 million.
Le travail avait été attribué à un restaurateur nommé Harley de l'atelier classique de Creusval. Elle s'assit dans sa voiture un moment, puis retourna au bureau. Cet après-midi-là, elle demanda à son assistante de sortir tout dossier professionnel existant pour un Lucas Harley, anciennement de Creusval, actuellement à Ashford. Ce qui revint était un résumé de carrière qui ne correspondait pas à l'homme qu'elle avait vu à la vente de Champville, le projet Smithsonian, la documentation Christie's, une collection privée à Monaco, une restauration achevée évaluée par un expert indépendant et décrite dans un rapport formel comme le travail techniquement et historiquement le plus fidèle de son genre réalisé ces 15 dernières années. Sébastien Voss s'arrêta dans son embrasure en fin d'après-midi. Il avait entendu par quelqu'un au centre des congrès que l'homme de la vente travaillait réellement sur la Mustang, qu'elle était dans un garage quelque part à Ashford. Il rit en le mentionnant. Isabelle ne rit pas. Qui est-il? Demanda-t-elle. Sébastien répéta ce qu'il avait dit. Un mécanicien. Un type qui a acheté une voiture à $500. Avant ça, dit Isabelle, qui était-il avant? Sébastien ne savait pas. Il partit sans insister, lisant quelque chose dans son expression qui suggérait que la conversation était terminée. Isabelle regarda le résumé de carrière sur son écran un autre moment. Puis elle le ferma et retourna à son travail. Les semaines qui suivirent dans le garage de Lucas sur la rue Clément furent le genre de semaines qui ne s'annoncent pas comme significatives pendant qu'elles se déroulent. Elles étaient faites de matins tôt et de nuits tardives et du silence particulier d'un homme faisant une chose qu'il sait très bien faire sans public. Gracie venait au garage après l'école chaque après-midi et faisait ses devoirs sur une table pliante près du mur du fond, levant parfois les yeux pour demander le nom d'un composant ou offrir une observation qu'elle livrait avec un sérieux complet. La couleur du panneau de porte est mauvaise, dit-elle un mercredi soir pendant la deuxième semaine en tenant un éclat de peinture trouvé par terre près de la porte passager. Lucas regarda l'éclat. Quelle couleur penses-tu qu'elle devrait être? Bleu, dit-elle comme sur la photo de papy. Bleu plus foncé comme l'océan la nuit. Il la regarda. C'est exactement ça. La peinture était le problème qu'il avait anticipé le plus. Le bleu à pulco, la couleur d'usine indiquée sur la fiche de construction originale de Joseph Harley, avait été une option Mustang pour les années modèles 1967 et 68. La formule de mélange originale de Ford existait dans la documentation technique, mais les pigments avaient changé depuis les années 1960 et aucun fournisseur de peinture commerciale à Ashford ne pouvait correspondre à l'échantillon que Lucas avait tiré du catalogue original avec suffisamment de précision. Il appela 3 ateliers spécialisés dans 2 villes différentes. Aucun ne pouvait atteindre la formule assez précisément. Il passa une soirée à sortir un classeur qu'il avait gardé de ses années Creusval, une collection de documents techniques, spécifications de couleurs d'usine et ratios de mélange assemblés sur près d'une décennie de travail de restauration. La formule bleue à pulco était à la page 47, référencée contre un code produit Dupont discontinué en 1991. Avec la formule, les données colorimétriques archivées et un spectrophotomètre qu'Aaron emprunta à un collègue du métier de finition automobile, Lucas mélangea la peinture lui-même sur 2 jours d'essai et d'ajustement. Quand il tint le panneau d'essai à côté de la photo en noir et blanc, en lisant la profondeur de la finition contre la qualité tonale de l'image, l'accord était aussi proche qu'une photo pouvait le confirmer. Aaron prit le panneau d'essai, le tint à bout de bras et ne parla pas pendant un long moment. « Lucas, dit-il enfin, Isabelle Grue va voir cette voiture à un moment donné. Tu le sais. » Lucas ne répondit pas. Il installait déjà la cabine de pulvérisation. Le moteur s'assembla pendant les 2e et 3e semaines de la façon dont le travail mécanique complexe s'assemble quand la personne qui le fait l'a fait de nombreuses fois, non sans difficulté, mais sans incertitude. Lucas remplaça chaque composant qui devait être remplacé et reconditionna chaque composant qui pouvait l'être selon la spécification d'origine. Le bloc fait 390 fut nettoyé, alésé et remonté avec un soin qui n'aurait pas été visible pour un observateur casual, mais qui serait audible pour quiconque écouterait le moteur tourner. Le 14e soir, il tourna la clé de contact pour la première fois. Le moteur prit, après 2 tentatives, un ralenti rude et irrégulier qui se stabilisa sur 40 secondes en quelque chose de plus stable. Ce n'était pas encore correct. Le carburateur avait besoin d'ajustement. Le calage était légèrement décalé, mais il tournait. Un moteur de 60 ans qui n'avait pas démarré depuis plus de 2 décennies tournait dans un garage de la rue Clément à Ashford à 23h40. Aaron mit les mains sur sa tête et regarda le plafond. Gracie, qui s'était endormie sur la table pliante la joue sur ses devoirs, leva la tête au bruit. « La voiture a dit quelque chose ?» demanda-t-elle en clignant des yeux. Lucas la regarda. Elle a dit qu'elle se souvenait de nous. Elle accepta cela sans scepticisme, reposa sa tête et se rendormit. Le travail de carrosserie courut du jour 15 au jour 22. Le quart arrière droit fut la section la plus exigeante.
La déformation nécessita chauffage, reformage et plusieurs rondes de finition avant que la surface ne respecte le standard que Lucas appliquait à tout. Passez la main dessus en faible lumière les yeux fermés. Et si vous sentez quelque chose, recommencez. Le traitement de la rouille fut méthodique. L'application de primé se fit en 3 étapes. Aucune étape ne fut sautée malgré le planning serré. Le jour 26, le bleu à pulco fut appliqué. Lucas pulvérisa la première couche l'après-midi et la seconde le lendemain matin. La couleur descendit sur la carrosserie comme un fait s'installe après confirmation, non comme une surprise, mais comme une reconnaissance. Le bleu profond avec son léger élément métallique dans la formule captait la lumière comme l'original l'avait capté en 1967. Comme elle l'avait capté quand Joseph Harley se tenait à côté en Oklahoma et plissait les yeux face au soleil. Aaron arriva le jour 27 pour le polissage et le travail de surface final. Il entra dans le garage, s'arrêta dans l'embrasure et resta là sans parler pendant presque une minute entière. « Dis quelque chose, dit Lucas. »« J'essaie de trouver un mot, » répondit Aaron. « Donne-moi une minute. » L'intérieur fut l'étape finale. Lucas avait sourcé des matériaux d'époque pour la sellerie des sièges, un accord proche du vinyle noir original que Ford avait utilisé sur la Fastback 67, et avait installé les panneaux de porte de remplacement, la moquette et les composants de tableau de bord sur 3 jours. Le tableau de bord fut remis en place en dernier. Avant de le fixer, il regarda le panneau arrière, celui qui avait été dans cette voiture depuis qu'elle avait quitté l'usine à Dearborn. Celui qui avait été dans cette voiture quand Joseph Harley l'avait sorti du concessionnaire à Oklahoma City au printemps 1967. La gravure était toujours là où il l'avait laissée. J'ai Harley. Il ne la restaura pas. Il ne la polissa pas, ne la combla pas ni ne la traita comme un défaut à corriger. Il nettoya la zone autour avec un soin attentif et remit le tableau en place avec les initiales gravées exactement où elles avaient toujours été. Le jour 29, une lettre arriva de l'exposition automobile vintage d'Ashford, la plus grande exposition annuelle de voitures classiques de la ville tenue chaque année au parc des congrès d'Ashford. La lettre venait du comité organisateur. Elle disait que l'exposition aurait lieu le samedi suivant et qu'une position d'exposition avait été réservée pour un véhicule exceptionnel récemment porté à leur attention. Elle invitait Lucas à présenter la voiture dans l'espace central d'exposition, normalement attribué par sélection du comité plutôt que par candidature ouverte. Lucas lut la lettre 2 fois. Puis il la montra à Gracie, qui mangeait des céréales à la table de la cuisine. « Ils veulent voir notre voiture, dit-elle. On dirait bien. Elle est prête ?» Lucas regarda presque vers la porte du garage. Il ne savait pas qui avait contacté l'exposition en son nom. Il ne demanda pas. Ce qu'il ne savait pas et n'apprendrait que bien plus tard était qu'Isabelle Grue avait passé cet appel elle-même 2 jours après avoir sorti son dossier professionnel et lu le rapport de l'expert de la collection de Monaco. Elle avait contacté le comité par un intermédiaire et avait suggéré sans pression qu'un véhicule d'intérêt historique et technique inhabituel pourrait mériter un emplacement central. Elle n'avait pas mentionné son lien avec la vente de Champville. Elle n'avait rien dit à Sébastien ni à son assistante ni à quiconque au groupe Grue. Elle avait pris le téléphone, passé l'appel et était retournée à son travail. La dernière nuit, Lucas et Aaron terminèrent les derniers ajustements, le mélange de ralenti, l'avance à l'allumage, la vérification finale de couple sur les composants de suspension à 2h15 du matin. Les 2 hommes étaient au-delà de la fatigue. Lucas s'assit par terre dans le garage d'eau aux meubles à outils et Aaron s'assit en face près de la porte et aucun ne parla pendant un moment. La Mustang se tenait au centre du garage sous les lumières du plafond. La peinture bleue à pulco tenait la lumière avec la même profondeur tranquille qu'elle avait eue en 1967. Chaque surface était juste. Chaque ligne était où elle devait être. De la ligne de toit fastback bordée de chrome à la calandre avant rechromée, des entourages de phares anti-brouillard d'époque aux panneaux arrière noircis, la voiture était aussi fidèle à sa spécification d'origine que 30 ans d'expérience de restauration pouvaient le faire en 30 jours. Aaron prit sa veste au crochet près de la porte. Il resta à regarder la voiture un long moment avant de la mettre. 30 jours, dit-il, à partir d'une ferraille à $500. Lucas, tu comprends ce que tu as fait ici? Lucas regarda la voiture. Il regarda la photo de Joseph Harley qu'il avait scotchée au mur du garage 3 semaines plus tôt. Toujours là, légèrement recourbé à un coin. Je l'ai ramené à la maison, dit-il. Il porta Gracie au lit 1 heure plus tard. Elle s'était réveillée quand la lumière du garage s'était éteinte et avait demandé dans le brouillard du sommeil interrompu si la voiture était finie. Tout est fait, dit-il. On va la montrer demain. Bien, dit-elle, et elle se rendormit avant qu'il la pose. Le samedi matin arriva clair et sec avec le genre de lumière d'octobre utile aux photographes et bienveillante pour les finitions de peinture. Le parc des congrès d'Ashford occupait 6 acres à la limite nord de la ville. Et à 8 heures du matin, les terrains étaient déjà arrangés avec plus de 80 véhicules,
voitures de sport, touring, roadster d'avant-guerre, muscle cars des années 1960 et 70, tous présentés sur asphalte propre sous des structures de toile blanche. Lucas conduisit la Mustang de la rue Clément au parc lui-même. C'était la première fois que la voiture roulait sous son propre pouvoir sur une route publique depuis avant la naissance de Gracie. Le V8 390 sonnait comme il avait été construit pour sonner, une autorité basse et tranquille que d'autres conducteurs remarquaient en passant, tournant la tête à une intersection ou ralentissant brièvement sur la bretelle. Gracie était assise sur le siège passager dans une veste en jean, les cheveux en queue de cheval haute, tenant la photo de 1969 sur ses genoux des deux mains. « C'est la voiture la plus bruyante sur la route, dit-elle. »« C'est un gros moteur, dit Lucas. »« J'aime ça, dit-elle. » Le personnel à l'entrée de l'événement dirigea Lucas vers l'espace central d'exposition, une position au centre géométrique exact des terrains, où les allées de tous les 4 points d'entrée convergeaient. Il n'avait pas été informé à l'avance que c'était là qu'il allait. Il se gara, coupa le moteur et, dans le moment de silence après l'arrêt du moteur, un homme debout à 6 mètres se retourna pour regarder la voiture. Puis l'homme à côté de lui se retourna et en 2 minutes il y avait une douzaine de personnes en arc lâche autour de la Mustang sans que personne ait rien dit pour les organiser. Gracie sortit de la voiture et se tint près de l'aile avant en tenant la photo. Un collectionneur plus âgé, un homme d'environ 68 ans nommé Raymond Aldi, qui assistait à l'exposition depuis 19 de ses 22 ans et qui avait été présent à l'atelier classique de Creusval 2 fois quand Lucas y dirigeait la restauration, s'approcha et regarda la voiture avec l'attention calme et approfondie de quelqu'un qui a regardé beaucoup de voitures et a appris à distinguer celles qui ont été rendues belles de celles qui ont été rendues justes. Il s'accroupit au quart arrière. Il se releva et marcha à l'avant. Il ouvrit le capot et resta à regarder le compartiment moteur longtemps. Puis il se redressa, regarda Lucas et tendit la main. « Lucas Harley, je me demandais ce que tu faisais de toi. » Il marqua une pause. « Maintenant je sais. » Une journaliste de l'Ashford Times couvrait l'exposition pour la section culture du week-end. Elle avait reçu un tuyau la veille de quelqu'un dans la communauté des collectionneurs qu'un véhicule notable pourrait être exposé, avec un lien à une histoire qui circulait dans les cercles automobiles depuis la vente de Champville. Elle trouva la Mustang en suivant le rassemblement de gens. Elle prit des photos puis se tint à côté de Gracie, qui expliquait l'histoire de la voiture à un garçon de son âge avec l'autorité de quelqu'un qui avait entendu les faits énoncés précisément et les avait retenus précisément. « C'était la voiture de mon arrière-grand-père, dit Gracie. Il l'a achetée en 1967. Mon papa l'a trouvée et l'a réparée. Ça a pris 30 jours. La couleur s'appelle bleu Apulco. » Le garçon hocha la tête sérieusement. « C'est quoi Apulco ?» Gracie considéra cela. « Un endroit très bleu, dit-elle. » Isabelle Gru arriva à l'exposition à 10h45, plus tard qu'elle ne l'avait prévu. Elle venait en tant que représentante exécutive du groupe automobile Gru. L'entreprise était sponsor principal de l'événement et elle se déplaçait dans les terrains avec son assistante et 2 membres de son équipe de communication. Elle avait déjà assisté à l'exposition. Elle savait à quoi ressemblaient habituellement les véhicules, comment les foules se distribuaient habituellement, quelle était l'énergie habituelle de l'événement. L'espace central d'exposition n'était pas typique aujourd'hui. À 40 mètres, elle pouvait voir la foule plus grande et plus concentrée que tout autre groupe sur les terrains, arrangée autour d'un seul véhicule. Elle s'approcha. La foule s'ouvrit naturellement tandis qu'elle avançait. La façon dont les foules s'ouvrent pour quelqu'un qui se porte avec certitude exécutive. Puis la foule s'ouvrit assez pour qu'elle voie la voiture. Le bleu Apulco l'arrêta. Pas la couleur elle-même, bien que la couleur fût extraordinaire dans la lumière du matin, exactement la profondeur et la qualité que la spécification 1967 visait et que la plupart des tentatives modernes de la formule échouaient à atteindre. Ce qui l'arrêta fut l'ensemble. Les proportions de la ligne de toit fastback contre la carrosserie restaurée. Le chrome qui brillait avec la clarté de quelque chose de neuf. Le compartiment moteur qu'elle pouvait voir par le capot ouvert. Le bloc 390 assis propre et précis dans le compartiment comme s'il avait été assemblé hier plutôt que reconstruit dans un garage 30 jours plus tôt. Elle avait vu la voiture à Champville. Elle se souvenait exactement de son apparence, la peinture écaillée, le pare-brise fissuré, le pare-choc pendant de travers, l'apparence générale de quelque chose qui avait abandonné. Ce qui se tenait devant elle maintenant occupait le même espace physique dans sa compréhension, mais était autrement un objet complètement différent, non restauré, ramené, rendu à ce qu'il avait été, avec une fidélité technique complète par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, à un degré qu'elle n'avait pas pris le temps de considérer quand elle l'avait vu à Champville avec ses vêtements de travail et sa fille sur les épaules. Sébastien Voss se tenait à sa gauche. Il avait vu la voiture puis vu Lucas debout près d'elle et n'avait rien dit depuis. Isabelle avança à travers l'espace restant entre elle et la voiture.
Lucas la vit à environ 10 pas. Il ne s'écarta pas. Il ne changea pas d'expression ni de posture. Il resta simplement debout et attendit. Comme il avait attendu quand le marteau était tombé à Champville. Elle s'arrêta devant le capot. Elle regarda la voiture du nez à la queue. Un regard lent et complet qui prenait la mesure de tout. Puis elle regarda Lucas. « Combien de temps ?» dit-elle. « 30 jours. Depuis la voiture de Champville. »« Oui. » Il y eut une pause. Gracie se rapprocha de son père, levant les yeux vers Isabelle avec une curiosité franche et sans complication. Isabelle regarda l'enfant un moment. « J'ai dit quelque chose à la vente, » dit Isabelle. Sa voix avait changé de registre par rapport à celle qu'elle utilisait en réunion. Moins d'arête, plus de directivité. C'était méchant envers toi et envers elle. Elle regarda Gracie. « Je suis désolé. » Lucas hocha la tête une fois. Il n'élabora pas. Il n'accepta pas avec un langage conçu pour fermer la distance plus vite que la distance ne le justifiait. Il hocha la tête. Et le hochement suffit. « C'est bon, » dit Gracie avec une sincérité parfaite. Papa dit que les mots méchants viennent habituellement de gens qui n'ont pas encore regardé assez attentivement. Isabelle regarda l'enfant. Quelque chose changea dans son visage qui n'était pas tout à fait un sourire et pas tout à fait autre chose. C'était l'expression de quelqu'un recevant une correction qu'elle n'avait pas attendue de la direction d'où elle venait. Le jury de l'exposition fit ses annonces à midi sous la tente principale près de l'entrée. La foule se rassembla autour du podium comme les foules se rassemblent pour la conclusion de choses dans lesquelles elles ont investi une matinée. Le prix du meilleur véhicule de l'exposition alla à la Ford Mustang Fastback 1967 espace central propriétaire Lucas Harley. Le prix de la meilleure restauration alla au même véhicule. Le porte-parole du jury lut la citation au micro. Une restauration complète à partir d'un état non opérationnel, exécutée en 30 jours avec des composants d'époque et des techniques historiquement fidèles, représentant le plus haut standard de travail que le jury ait rencontré dans les 22 ans d'histoire de l'événement. Les applaudissements commencèrent. Au bord de la foule et se déplacèrent vers l'intérieur. Gracie sauta et attrapa la main de son père des deux siennes. Lucas resta les bras le long du corps, regardant le podium puis regardant la photo. Elle tenait toujours son grand-père à 29 ans à côté de la même voiture dans une décennie différente dans la même posture modeste d'un homme qui avait gagné quelque chose et n'était pas encore habitué à la voir. Aaron avait conduit jusqu'à Oklahoma City le jeudi précédent et n'avait rien dit sur sa destination. Il avait dit à Lucas seulement qu'il avait une course et serait de retour samedi matin. Il arriva à l'exposition juste avant midi avec un passager, un homme de 67 ans aux cheveux argentés et une canne, qui avançait lentement sur l'asphalte en chaussures habillées légèrement inappropriées pour l'occasion, mais polies ce matin-là avec un soin évident. Joseph Harley traversa le bord de la foule et s'arrêta quand la voiture apparut. Il resta immobile longtemps, assez longtemps pour que les gens proches commencent à le remarquer et reculent, créant de l'espace sans qu'on le demande. Il avança lentement, leva la main et la posa à plat sur le capot de la Mustang directement au-dessus du moteur, directement là où un homme pose sa main quand la chose qu'il touche est quelque chose à quoi il a pensé longtemps. Ses yeux étaient rouges au coin. Gracie courut vers lui et enroula ses bras autour de sa taille. « Papi, c'est ta voiture. Papa l'a réparée. Ça a pris 30 jours. » Joseph Harley tint sa petite fille d'un bras et garda l'autre main sur le capot de la voiture. Il ne put parler un moment. Quand il put, ce qu'il dit fut assez bas pour que seules les personnes immédiatement autour l'entendent. « Je sais, ma chérie, dit-il. Je sais. » Lucas se tint à côté de son grand-père et ne dit rien. Il n'y avait rien qui nécessitait d'être dit. La voiture était là. Les trois étaient là. C'était la déclaration complète. Isabelle regardait à distance respectueuse. Son assistante commença à dire quelque chose et elle leva une main légèrement, un signal calme qui signifiait pas maintenant. Elle regarda la main de Joseph Harley sur le capot de la voiture et ne dit rien. Sébastien Voss avait quitté les terrains 40 minutes plus tôt. Il n'avait serré la main de personne en sortant. Plus tard dans l'après-midi, quand les présentations formelles furent terminées et que la foule s'était éclaircie en un flux régulier de gens qui restent jusqu'à la fin par intérêt véritable, Isabelle trouva Lucas debout près de l'avant de la Mustang tandis que Gracie était assise sur le siège passager, expliquant les jauges du tableau de bord à Raymond Aldi par la vitre ouverte. « J'aimerais vous parler de quelque chose, » dit Isabelle. « Quand vous aurez le temps. » Lucas attendit. « Le groupe Gru entre dans une division patrimoine, » dit-elle. « Restauration et certification de voitures classiques. Nous avons le capital et la base de clients. Nous n'avons pas l'expertise. » Elle marqua une pause et la pause eut la qualité de quelqu'un étant plus prudent qu'habituellement. « Je pense l'avoir trouvé aujourd'hui. » Lucas la regarda fixement. « À quoi ressemblerait le travail? C'est ce que je voudrais discuter. Selon vos conditions. » Il resta silencieux un moment. Il regarda par-dessus le capot de la Mustang vers son grand-père,
qui était maintenant assis sur le siège conducteur, les mains sur le volant d'origine, regardant à travers le pare-brise vers rien en particulier, avec une expression qui n'avait pas d'autre nom que la paix. Mes conditions incluent rester à Ashford, dit Lucas, et être à la maison pour le dîner. Je comprends, dit Isabelle. Alors nous pouvons parler, dit-il. Il ne dit pas oui. Il ne dit pas non. Il dit qu'il pouvait parler. Et c'était la réponse appropriée pour le moment, mesurée, honnête et non engagée sauf dans la conversation. En fin d'après-midi, le parc des congrès d'Ashford avait le calme d'un événement qui s'achève. Table pliante démontée, propriétaire de voitures faisant des photos finales, le soleil d'octobre poussant de longues ombres sur l'asphalte. La Mustang était assise dans l'espace central dans la dernière lumière de l'après-midi. Le bleu Apulco prenait une qualité légèrement plus chaude tandis que l'angle du soleil changeait. La couleur gardait sa profondeur de la même façon à 16h qu'à 10h, ce qui était la marque d'une peinture faite correctement. Aaron conduisit à côté de Lucas sur le chemin du retour vers la rue Clément. Gracie s'endormit contre la vitre passager avant qu'il n'atteigne la première intersection. La photo de Joseph Harley encore sur ses genoux, sa main posée dessus légèrement. Joseph roulait dans le camion d'Aaron, regardant les rues d'Ashford en début de soirée. Lucas conduisait dans le silence particulier d'un homme à la fin d'une chose qu'il a achevée. Le moteur tournait sous lui avec l'autorité régulière et tranquille qu'il avait reconstruite pour qu'il ait. Il l'écoutait comme il avait toujours écouté les moteurs, trouvant dans le son non seulement l'information mécanique mais la confirmation que le travail avait été fait comme il devait l'être. Il pensa à ce qu'Isabelle avait dit à Champville. 500 $, tas de ferraille. Les mots n'avaient pas été gentils et n'avaient pas été destinés à l'être, mais ils avaient été d'une manière involontaire utiles, non comme motivation au sens performatif, mais comme une sorte de clarté. Le 12e jour, quand le moteur avait refusé de démarrer pour la 3e fois, qu'Aaron était rentré chez lui, que Gracie dormait et que le garage semblait très grand et le planning très court, c'était cette clarté, la certitude de ce qu'il faisait et pourquoi, qui avait gardé ses mains en mouvement. Il y avait des choses qui étaient sous-évaluées, non parce qu'elles manquaient de valeur, mais parce que la personne qui les évaluait n'avait pas regardé assez longtemps, assez fort ou assez attentivement. La voiture était l'une de ces choses. Il avait toujours soupçonné qu'il pourrait en être une aussi. Il tourna dans la rue Clément. La lumière du garage était encore allumée. Aaron avait dû la laisser allumée quand il avait pris Joseph ce matin. La porte était ouverte et la lumière tombait en rectangle sur l'allée, et Lucas gara la Mustang dedans et coupa le moteur. Le silence après l'arrêt du moteur était du bon genre. Le genre qui arrive quand quelque chose qui a tourné comme il devait tourner repose enfin. Il resta un moment sur le siège conducteur. Puis il sortit, souleva Gracie du côté passager sans la réveiller et la porta vers la maison. À la porte, il se retourna une fois. Joseph se tenait à côté de la voiture dans le garage, la main sur le toit, immobile, silencieux, juste debout de la façon dont on se tient à côté de quelque chose qu'on avait abandonné et qu'on avait reçu en retour avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui ne veut pas précipiter le moment parce qu'il comprend que certains moments n'arrivent pas 2 fois. La voiture était à la maison. L'homme qui l'avait ramenée à la maison entra. La lumière du garage resta allumée un peu plus longtemps.